Si tu as tendance à craquer sur la nourriture et que tu as peur que ça t'empêche de progresser en musculation, rassure-toi parce que tu n'es pas la seule personne dans ce cas et c'est pas une cause perdue. J'ai dû moi-même pas mal batailler avec mon addiction au chocolat, le fait aussi que quand je suis stressé j'ai tendance à manger beaucoup, mais petit à petit j'ai mis en place une méthode qui m'a permis de limiter l'impact de ces craquages et c'est ce que je vais te donner aujourd'hui. Salut, c'est Nico et aujourd'hui on va parler de nutrition et plus précisément des craquages comme ça dans cette nutrition. Parce que c'est un point très important pour essayer à prendre du muscle, mais si tu as déjà essayé de suivre une alimentation toute prête que tu as trouvé par exemple sur internet, tu as dû probablement craquer un moment, surtout si tu as tendance à aimer certains aliments, si par exemple tu es un accro au sucre ou comme moi un accro au chocolat. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai moi-même pas mal bataillé, parce que de base je suis un vrai gros addict au chocolat, c'est-à-dire que quand j'étais petit je me suis fait vomir plusieurs fois à Halloween et à Pâques tellement j'avais mangé de chocolat, et même quand j'étais encore au collège, ma mère devait cacher le chocolat, parce que sinon je mangeais facilement 2 tablettes chaque jour. Donc c'était un petit peu la guerre chez moi à cause de ça, et au début ça m'impactait pas tant que ça, mais quand j'ai commencé à faire de la musculation et que j'ai voulu vraiment voir mes abdos, là ça a posé problème, parce que du coup ça m'empêchait de perdre le gras que j'avais sur ce ventre. Et ça n'a pas été forcément évident pour moi de gérer ça, parce que je suis aussi quelqu'un qui a tendance, quand je suis un petit peu stressé, un petit peu anxieux, je vais avoir tendance à manger beaucoup de façon un peu compulsive, même si j'ai pas faim. Sur le moment, je me dis que c'est pas bien, qu'il faut pas que je le fasse, mais je vais le faire quand même, parce que je vais quand même craquer. Après, je vais avoir un petit peu honte, et d'un point de vue progression au niveau sèche, c'est souvent assez problématique. Mais petit à petit, avec les années qui sont passées, j'ai réussi à trouver la méthode qui me permettait à moi de gérer plus ou moins ces problèmes en lien avec la nourriture. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aimerais partager avec toi. Alors, c'est une méthode qui marche surtout pour moi. Je l'ai un petit peu expérimenté avec les personnes que j'ai suivies. Ça a donné de bons résultats, mais c'est pas dit que ça marchera pour tout le monde. Après, je pense que ça peut t'intéresser. Du coup, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Et cette méthode, je l'ai décomposée en 8 grands points. Et le premier grand point, c'est de savoir si c'est le bon moment ou pas pour cadrer ta nutrition. Parce que si tu es dans une phase qui est un petit peu stressante, qui n'est pas forcément évidente, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, peut-être dans ton boulot, dans ta relation, il y a peut-être des choses qui ne se passent pas tout à fait comme tu voudrais, et ben c'est peut-être pas le meilleur moment pour commencer à cadrer cette nutrition. Parce qu'en fait, quand on est plus anxieux, on a naturellement tendance à manger plus, même si on n'a pas forcément faim d'un point de vue physiologique. Et ça a été pas mal mis en avant dans la science, et même dans une revue récente de 2018, Tatjana Van Strien notait ce lien entre anxiété, dépression et le fait de manger de façon émotionnelle, et suggérait d'aider à traiter les obèses qui ont cette relation émotionnelle à la nourriture, en les aidant à développer leurs compétences à réguler leurs émotions, plutôt qu'en se concentrant sur ce qui était apport en calories et sur ce qui était seulement le symptôme. Donc ça, c'est le premier point. Si aujourd'hui tu traverses une phase particulièrement stressante de ta vie, que ça tienne de tes études, de ton boulot ou ta relation, c'est peut-être pas le meilleur moment pour commencer à cadrer ta nutrition. Il faut reconnaître ça et peut-être attendre que ça commence à rentrer dans l'ordre avant que tu te concentres là-dessus. Je sais que moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à gérer ma nutrition quand j'étais en classe préparatoire et que je devais préparer mes concours parce que j'étais très stressé, et c'est vrai que j'avais tendance à compenser par la nourriture. Mais dès que mes concours sont terminés, ça a été beaucoup plus facile pour moi de gérer cette nutrition et de faire entrer les choses dans l'ordre. Donc parfois, il faut savoir reconnaître quand c'est pas le bon moment et être un petit peu patient. Après, le deuxième point, ça va être de s'assurer d'avoir suffisamment de sommeil et un sommeil de qualité. Parce qu'en fait, le simple fait d'être fatigué peut déclencher cette sensation de faim. Et du coup, quand tu vas avoir plus faim, tu auras plus tendance à craquer sur les choses que tu veux éviter. Et ça a été aussi mis en avant par la science, notamment dans une étude qui date de 2016 de Tromp et ses collègues qui ont suivi 574 jeunes hommes âgés de 18 à 35 ans et qui, via un questionnaire, ont essayé d'établir leurs habitudes alimentaires à la fois et leurs habitudes de sommeil. Et ce qu'ils ont observé, c'est que 12% de ces jeunes hommes avaient des troubles alimentaires et que la majorité de ces personnes qui avaient des troubles alimentaires, c'était aussi associé à des troubles du sommeil. Donc c'était associé notamment à tout ce qui était insomnie, apnée du sommeil, dérèglement du cycle du sommeil. Ça avait tendance à avoir un impact négatif sur ces troubles alimentaires. Donc le sommeil, ça va être quelque chose d'essentiel pour réussir à réguler ta nutrition. Et si aujourd'hui tu n'as pas un sommeil de qualité et que tu as du mal à manger les bonnes choses, c'est probablement lié. Donc ce que tu peux essayer de faire, c'est essayer d'avoir des horaires réguliers de coucher et de lever. Donc d'expérience, le plus facile, c'est de te lever tout le temps à la même heure, et comme ça tu seras suffisamment fatigué le soir pour tout le temps de coucher à la même heure. Aussi, ce que tu peux essayer de faire, c'est te mettre dans une pièce qui va être le plus noire possible. Ça va augmenter la qualité de ton sommeil. Essayer aussi d'être dans une pièce où il y a le moins de pollution sonore, qui soit la plus tranquille possible. Et un dernier point qui fera la différence au sommeil, ce sera aussi le fait de ne pas avoir d'écran, si possible, dans l'heure avant de te coucher. Parce que ça aura tendance à te réveiller et ça peut vraiment dérégler la qualité de ton sommeil.
Donc autant que possible, essayer d'avoir un sommeil de qualité, dormir suffisamment, ça t'aidera à gérer ta nutrition. On arrive ensuite au troisième point qui sera le fait d'essayer d'avoir une nutrition qui limite les pics d'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est essentielle, qui va être produite quand tu vas manger des glucides qui vont passer petit à petit sous forme de sucre dans le sang, sous forme de glucose. Ton corps, il va produire cette hormone pour réussir à se servir de ce glucose. Par contre, si ces aliments ils passent trop vite sous forme de sucre dans le sang, par exemple si tu manges des choses sucrées ou des choses qui ont un indice glycémique relativement élevé, tu vas avoir beaucoup de sucre d'un coup, ton corps il va produire beaucoup d'insuline et ça va déclencher une réponse qui va faire qu'il aura plus tendance à stocker, mais que du coup après ça va faire chuter rapidement ce taux de sucre dans ton sang et relativement vite derrière tu vas avoir un crash, c'est-à-dire qu'il va y avoir presque plus de sucre dans le sang parce que ce pic d'insuline t'aura fait stocker en grande partie le sucre que tu as eu avant et ça va entraîner un stress qui fera que tu auras plus tendance à craquer. Du coup, ce qu'on veut, c'est autant que possible essayer d'avoir un taux d'insuline bas, relativement constant, éviter ces pics. Et il y a plusieurs choses que tu peux faire pour ça. Déjà, essayer de limiter tes glucides et de plutôt favoriser les protéines et les lipides qui vont entraîner une moins forte réaction de ton corps en termes d'insuline. Donc quand tu consommes des protéines, des lipides, il va y avoir une petite production d'insuline, mais ce sera beaucoup plus léger. Et ensuite, au niveau de tes glucides, essayer autant que possible de favoriser les glucides à faible indice glycémique, qui sont donc digérés plus lentement, qui passeront moins vite sous forme de sucre dans ton sang et qui entraîneront une moins forte production d'insuline. Après, une autre façon de faire, ça peut être aussi de mélanger les aliments qui ont un indice glycémique relativement élevé avec des légumes qui vont avoir un effet de ralentir cette digestion et qui vont du coup artificiellement augmenter l'indice glycémique total de ton repas. Parce que l'indice glycémique, il va être propre à un aliment, mais quand tu vas tout mélanger, ça va pas être la moyenne, mais en tout cas, l'indice glycémique total, il va être un peu différent que les indices glycémiques différents. Donc si tu manges par exemple du riz blanc tout seul, ce sera pas terrible, mais si tu le mélanges avec de la salade, des épinards ou des brocolis, ce sera beaucoup mieux. Et le simple fait de faire attention à ça, d'avoir des protéines, des lipides, pas trop de glucides, surtout des glucides à indice glycémique bas, et quand tu as des glucides à indice glycémique élevé, de les couper avec des légumes, ça t'aidera à limiter ces pics d'insuline. Du coup, tu auras moins ce besoin compulsif d'aller manger ces choses que tu as envie de manger. Donc pour moi, ça va être le chocolat en général. Et ce sera beaucoup plus facile de manger les bonnes choses et de tenir à ta diète. On arrive ensuite au quatrième point qui est assez simple mais qui est très important. Et ça va être le fait de ne pas acheter ce que tu ne veux pas manger. Alors déjà, s'il y a des choses dont tu peux vraiment pas te passer, tu vas quand même les acheter, mais essaye de les acheter en plus petite quantité. Par exemple, je sais que moi, si j'achète qu'une seule tablette de chocolat, j'aurai moins tendance à me sauter dessus et à tout manger d'un coup parce que inconsciemment, j'ai conscience que derrière, il n'y aura plus rien et qu'il n'y en aura plus pour le reste de la semaine. Par contre, si j'en achète 3, 4, je peux t'assurer que dans la journée même, j'en aurai au moins mangé une. Et encore une fois, je souligne que c'est pas forcément quelque chose de conscient. Parce que même si tu te dis que tu veux te réguler et pas tout manger d'un coup, si inconsciemment tu sais que tu as suffisamment de réserve pour manger d'un coup et qu'il en reste un petit peu, ce sera plus dur de te retenir que si tu sais que tu n'as pas d'option. Donc le simple fait de couper cette option, ça permet de ne pas avoir besoin de autant te servir de ta volonté et ça rend les choses beaucoup plus simples. Donc essayer de limiter la quantité des choses que tu veux limiter, mais s'il y a des choses que tu veux absolument pas manger, ne les achète tout simplement pas. Donc si tu veux pas manger trop de Nutella et que tu es capable de t'en passer, ne l'achète pas. Le fait de faire cet effort au supermarché, ça t'évitera beaucoup de souffrance après, ce moment de honte où tu auras craqué et où tu auras mangé l'intégralité du pot. Donc c'est le quatrième point qui est très important, ne pas acheter ce que tu ne veux pas manger et limiter la quantité des choses que tu as tendance à manger sans trop de retenue. On arrive ensuite au cinquième point qui peut lui aussi paraître assez trivial, mais qui dans les faits fera une énorme différence, et c'est de ne pas avoir sous les yeux les nourritures que tu as tendance à manger sans modération. Donc par exemple, je sais que moi, en plus du chocolat, j'avais aussi tendance à manger trop d'amandes d'un coup, et une des raisons de ça, c'est parce que par défaut, j'avais ces amandes dans un grand pot en verre, sous les yeux, et à chaque fois que je passais dans la pièce vers la cuisine, je voyais ce pot et je me disais j'ai bien envie de prendre 1 ou 2 amandes, j'avais tendance à craquer comme ça et parfois ça partait et je mangeais la moitié voire le pot complet. Et le simple fait de passer d'un pot en verre à un pot opaque, ça fait déjà une grosse différence. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est j'ai mis ce pot opaque dans un endroit qui n'est pas facilement accessible, donc par exemple placé en hauteur au fond de mon placard. Du coup, j'ai moins d'interaction avec potentiellement cette nourriture que j'ai du mal à gérer et c'est beaucoup plus facile de ne pas avoir toujours cette chose qui tourne dans mon esprit dans le fond. Parce que c'est des petites choses qui peuvent paraître anodines, mais ton inconscient, il se rend compte de tout ce qui est autour de toi et le fait de limiter ces stimulus, ça fera une grosse différence. Parce que des fois, tu vas te retrouver à avoir un peu faim, avoir une envie de cet aliment que tu essaies de limiter, tu vas pas trop comprendre pourquoi et ça peut être tout simplement parce que tu l'as croisé dans la cuisine, tu l'as vu du coin de l'œil et même si consciemment, tu t'en es pas vraiment rendu compte, inconsciemment, si tu as un petit peu faim, ça va développer petit à petit cette envie de manger ça et ce sera beaucoup plus dur à gérer. Donc le simple fait de le mettre par exemple au fond d'un tiroir ou dans un endroit qui n'est pas facilement visible, pas facilement accessible, ce sera beaucoup plus facile pour toi de te réguler.
On passe ensuite au 6e point et ça va être le fait de déterminer un moment précis où tu vas manger cette nourriture que tu pourrais avoir tendance à manger en trop grande quantité. Parce que le fait de savoir qu'il y a un moment dans ta journée où tu t'accordes de manger ça, eh ben, ce sera plus facile en dehors de ces moments de te retenir. Donc par exemple, je sais que moi, je vais manger mon carré de chocolat en fin de repas tous les midis. Et du coup, quand vers 10-11 heures, je commence parfois à en avoir un petit peu marre de travailler et même si j'ai pas vraiment faim, j'ai un petit peu envie de manger ce genre de choses, du chocolat, et ben je vais me dire, tiens, ouais, je peux encore tenir 2 heures, je vais essayer de me retenir. Et le fait d'avoir cette limite claire dans le temps, ça fait que c'est beaucoup plus facile de me gérer. Donc le but, c'est pas de couper tout du jour au lendemain, même c'est important que tu aies des moments où tu dises ok, là je vais pouvoir manger cette nourriture parce que j'aime bien ça. Et si je me dis je vais pas du tout en manger, ce qui va se passer c'est que dans les faits tu vas craquer et tu vas manger beaucoup plus que si tu détermines un moment précis où tu t'autorises ça. En plus, c'est un petit peu triste de pas du tout manger ces choses que tu apprécies vraiment. On arrive ensuite au 7e point et d'expérience, ce 7e point c'est peut-être le plus important. C'est ce qui va faire que tu vas réussir ou non à te tenir à ta diète sur le long terme. Et c'est tout simplement le fait de commencer suffisamment petit. C'est-à-dire que si aujourd'hui, comme moi, tu es le genre de personne qui avait tendance à manger 2 tablettes de chocolat chaque jour, et bah, tu peux pas te dire du jour au lendemain, je vais plus du tout manger de chocolat. Parce que ton cerveau, il va faire de la résistance, il va être en mode, oh, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, j'ai 2 tablettes, là, j'ai plus rien, c'est pas normal. Et peut-être que tu vas réussir à tenir 1-2 semaines, peut-être même 1 mois si tu es quelqu'un avec beaucoup de volonté. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, tu vas finir par craquer. Et du coup, tu vas revenir en arrière, tu vas être démoralisé et tu vas dire, oh là là, tout ça sert à rien, je suis quelqu'un de faible, je vais avoir honte. Mais si à l'inverse, tu te dis, ok, d'habitude, je mange 2 tablettes de chocolat, mais là, je vais en manger juste 1,5. Et bah, peut-être que c'est pas l'idéal d'un point de vue sèche, mais c'est toujours beaucoup mieux que 2 tablettes. Et surtout, ce qui est important, c'est que tu commences à avoir de la progression. Donc, en commençant avec une limite que ton cerveau est prêt à accepter dans un premier temps, et en y allant comme ça, pas à pas, petit à petit, en créant des habitudes, tu vas réussir à changer les choses progressivement. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, tu pourras passer de 2 tablettes à 1,5 tablettes, à 1 tablette, une demi-tablette, peut-être même un carré. Juste, il va falloir y aller suffisamment, progressivement, avec des étapes suffisamment petites. Et ça, c'est une erreur qui est très très répandue, c'est on veut faire bien, on se dit qu'on a beaucoup de volonté au début puisqu'on en a marre, on veut changer les choses d'un seul coup, mais ce qui se passe presque toujours, c'est si tu changes trop vite les choses, tu vas finir par craquer et par revenir en arrière. Et du coup, peut-être que tu auras tenu 3 semaines, mais au bout de 3 semaines, tu auras craqué et au bout d'un mois, tu seras revenu complètement à ton point de départ. Alors que si tu commences petit à petit et que semaine après semaine, tu changes les choses, et bah, peut-être qu'au bout de 3-4 semaines, tu auras vu une grosse différence parce que tu auras été suffisamment progressif. On arrive ensuite au 8e et dernier point qui est en lien avec ça, et c'est le fait d'être patient. Parce que si tu veux de vrais résultats, la musculation, ça se passe sur le long terme. Et du coup, il faudra y aller progressivement, petit à petit, mettre en place ces habitudes si tu veux espérer voir de vraies différences. Donc c'est pas possible de se dire ah ok, je vais tout changer du jour au lendemain. C'est pas des choses qui tiennent vraiment. Puis de toute façon, ça sert à rien de vouloir tout changer du jour au lendemain parce que qu'est-ce que tu vas faire après? De toute façon, en général, si tu es en train de suivre ces vidéos, c'est que tu as envie de continuer à te muscler et qu'il n'y a pas forcément de moment où tu as envie de t'arrêter. De toute façon, ta progression elle ralentit sur le long terme et du coup, autant partir en faisant les choses correctement d'emblée parce que dans les faits, c'est comme ça que tu progresseras le plus efficacement possible sans revenir en arrière sur le long terme. Parce que c'est très bien d'être motivé et de vouloir avoir vite des différences. D'ailleurs, si tu es débutant, au début, tu vas avoir ces différences très rapides. Mais si tu veux réussir à les maintenir, il faut que ça fasse partie de ton mode de vie et ça va prendre du temps. Du coup, par exemple, ces 8 étapes, pour qu'elles te donnent des résultats, il faut que tu les suives suffisamment longtemps sur le long terme. Il n'y a que comme ça que tu arriveras à avoir une différence, soit au niveau de ta nutrition, mais c'est aussi vrai au niveau de l'entraînement. Ça ne sert à rien de faire un entraînement que tu pourras suivre que pendant 2 semaines si après, tu lâches tout et tu reviens en arrière. Donc voilà, c'est tout pour ce sujet et sur comment j'ai géré mon addiction au chocolat et ma tendance à manger trop quand je suis stressé. Je t'ai fait un petit PDF qui résume ces 8 points clés pour que tu puisses les avoir sous les yeux et mettre ça progressivement en place. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va apparaître là dans la vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors en ce moment une par semaine, en général le lundi à 18 h. Donc si tu veux pas rater ça, n'hésite pas à t'abonner maintenant. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!